Donc bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus. Je suis Pascal Lafourcade, je suis le local de l'étape. Je suis professeur à l'IUT, un membre de l'IMOS. Et ce soir, je vais vous parler de une introduction à la cryptographie post-quantique. Si vous voulez en savoir plus, en janvier, il y a un livre qui va sortir. Donc vous pourrez avoir tous les détails sur cette thématique. Alors, on parle de post-quantique, donc je vais définir ce que c'est le quantique. Donc tout d'abord, ça parle de qubits. Donc qu'est-ce qu'un qubit ? Vous avez l'habitude de travailler avec des bits, des 0 et des 1. Et un qubit, c'est juste un état quantique qui peut prendre plusieurs valeurs à la fois. Et donc c'est représenté sur une sphère et ça peut prendre toutes les valeurs sur la sphère en même temps, plus ou moins. Donc c'est quelque chose de compliqué. Je n'ai pas encore totalement compris ce que c'était, mais il y a des gens qui ont réussi à construire des ordinateurs basés sur cette technologie-là. Et donc, les ordinateurs quantiques existent et on voit que, au début, on avait 2 qubits dans les années 98, puis ça s'est accéléré. Et là, on voit que IBM a sorti en 2023 un ordinateur à 1121 qubits. Voilà. Et de l'autre côté, D-Wave, qui fait des ordinateurs avec des qubits et des ordinateurs spécialisés pour résoudre un seul problème, a beaucoup plus de qubits. Donc, ça commence à s'accélérer. Vu les sommes investies aux États-Unis, ça va encore que croître. Et IBM vient de faire une annonce qu'il va y avoir un ordinateur qubit très performant, avec des qubits très performants pour 2029. Donc, c'est la révolution quantique est là. Voilà. Alors, c'est très joli. Hein. J'ai mis des photos d'ordinateurs IBM, Rigetti et D-Wave qui sont des fabricants. Donc, c'est des très beaux objets. Hein. C'est très joli. Ça coûte très cher à l'heure actuelle, mais le prix fait que baisser en fonction des performances, parce qu'il y en a de plus en plus qui sont construits. Alors, c'est quoi les ordinateurs quantiques ? Peut-être que vous avez fait de la logique. Ça marche avec des portes. Donc, principalement, là, j'ai mis les 4 portes les plus utilisées pour faire des circuits quantiques. Donc, on a la porte X, Y, Z et H, qui sont des matrices. Et en combinant tout ça et les qubits en entrée, on arrive à écrire des circuits, un peu comme quand vous faisiez des portes logiques quand vous avez appris l'informatique. Et donc voici le circuit quantique qui permet de faire la transformée de Fourier. Donc ça prend plein de qubits à gauche, ça fait des transformations A, R, plein de transformations successivement, et ça vous donne les transformées de Fourier des qubits en entrée. Donc ça, c'est un circuit qu'il faut écrire. Et la difficulté à l'heure actuelle, c'est qu'on n'a pas de compilateur qui permet d'écrire du haut niveau. Il faut écrire ces circuits-là. Donc c'est de l'orfèvrerie que d'écrire les circuits, et il faut bien comprendre ce qui se passe. Voilà. Alors, les algorithmes quantiques, ça existe depuis les années 95 et on a eu l'algorithme de Deutsch qui a été amélioré avec Jossa après, Simon, et les 2 algorithmes qui vont nous intéresser le plus, c'est l'algorithme de Shor et de Grover. Donc, j'ai mis les photos de ces personnes-là, et donc Shor, c'est ce monsieur-là, et Grover, c'est le monsieur qui est à droite. Alors, pourquoi ça va nous intéresser ça ? C'est parce que ces algorithmes font des choses qui vont casser la cryptographie. Et donc, on va voir l'impact de ces algorithmes-là sur la cryptographie moderne. Alors, l'algorithme de Shor, qu'est-ce qu'il permet de faire ? Il permet de calculer l'ordre d'un élément de manière très rapide. Qu'est-ce que l'ordre d'un élément ? C'est trouver un A, le plus petit entier, tel que A puissance R est égal à 1 modulo N. Donc ça, c'est un truc très compliqué. Grosso modo, il faut tester toutes les valeurs possibles de R. Ça prend très longtemps, et c'est sur ces principes-là que repose la cryptographie. Alors, l'algorithme de Shor, il permet de faire ça en temps linéaire. Donc du coup, linéaire, polynomial. Et donc du coup, c'est hyper intéressant et ça, on va voir que ça va avoir des impacts sur la cryptographie que vous utilisez au quotidien. L'algorithme de Grover, lui, permet de trouver un élément qui satisfait une propriété dans une liste avec un temps très efficace, un temps plus rapide que linéaire. Et donc ça, c'est hyper important et ça permet de faire des algorithmes plus sympas. Donc ça, c'est 2 gros algorithmes et on va voir comment ils sont appliqués. Donc on va voir l'impact de l'ordinateur quantique sur la cryptographie. Et après, on va voir comment on peut faire de la cryptographie post-quantique, c'est-à-dire qui résiste à l'ordinateur quantique. Alors, la cryptographie que vous connaissez, RSA, HTTPS, SSH, tout ce que vous utilisez au quotidien, votre carte bancaire, vos téléphones, utilise la cryptographie soit basée sur le problème difficile de la factorisation, parce que vous utilisez RSA, soit le problème difficile du logarithme discret. Et donc, ces 2 problèmes difficiles sur lesquels repose la cryptographie que vous utilisez sont cassés par l'algorithme de Shor. Donc l'algorithme de Shor casse la factorisation et l'algorithme de Shor casse aussi le logarithme discret. Donc ça casse toute la cryptographie que vous utilisez au quotidien. L'algorithme de Grover, lui, permet de casser, mais l'autre cryptographie que vous utilisez, c'est-à-dire la cryptographie symétrique et les fonctions de hachage.
Donc ça casse, mais ça casse moins gravement, parce que ça permet juste de diviser par 2 un facteur. Donc c'est beaucoup plus cool, et du coup, il faudrait juste doubler la taille des clés, ce qui est plus ou moins raisonnable qu'on fixe. Donc il y a de fortes chances qu'on double la taille des clés des primitives symétriques et des fonctions de hachage. Donc là, on a fait la première partie, c'est-à-dire on a parlé de l'impact de l'ordinateur quantique sur la cryptographie. Mais depuis les années 2000, les cryptographes ont créé une conférence qui s'appelle Post-Quantum Cryptographie et qui permet de proposer des primitives cryptographiques qui résistent à l'ordinateur quantique. Alors qu'est-ce que sont ? C'est des primitives cryptographiques qui vont tourner sur vos ordinateurs. On n'a pas besoin d'acheter un ordinateur quantique pour être sécurisé. C'est juste qu'on va pouvoir se prémunir d'un attaquant qui a un ordinateur quantique à disposition. Donc, dans un premier temps, vu le prix, peut-être que ça sera des États ou des organisations à fort budget, comme Google, IBM ou d'autres. Et après, ça risque de se démocratiser. Peut-être que des universitaires ou des entreprises pourront s'en acheter, voire des particuliers, peut-être dans une cinquantaine d'années, une centaine d'années. On ne sait pas. Hein. Si on revient 50 ans en arrière, l'ordinateur n'existait quasiment pas et c'était que des entreprises qui avaient ça. Donc on est en train de vivre une vraie révolution. Et donc du coup, pour résister à cet ordinateur quantique, on a la cryptographie post-quantique qui marche sur vos ordinateurs, mais qui est basée sur des nouveaux paradigmes. Et donc c'est ces notions de nouveaux paradigmes que je vais essayer de vous faire comprendre. Alors ça repose sur 5 familles de problèmes difficiles, 5 familles différentes, c'est les 5 candidats qui ont été étudiés par les cryptographes. La première, ça repose sur les fonctions de hachage, parce qu'on a vu que sur les fonctions de hachage, l'impact était moindre, donc on peut faire des primitives de signature et des fonctions de hachage. On va voir qu'il y en a qui ont été bien. Des réseaux euclidiens, donc les réseaux euclidiens, c'est des objets mathématiques, donc c'est avoir un maillage particulier du plan, de l'espace en n dimensions, et on va avoir un certain maillage et on va chercher des vecteurs les plus courts. Donc ça, c'est un problème difficile et ça permet de faire des nouvelles primitives cryptographiques. Les codes correcteurs que vous connaissez, qui sont eux aussi robustes à ces ordinateurs quantiques. Et les codes correcteurs sont utilisés dans les communications pour envoyer l'information. Et s'il y a une erreur sur la transmission, on peut corriger les erreurs. Et donc, grâce à ces primitives-là, on est capable de faire des nouvelles primitives cryptographiques. Des systèmes multivariés, donc ça, c'est des systèmes d'équations avec, au lieu d'avoir des x et des constantes, on a 2 variables qui se multiplient entre elles et on en additionne plein. Et donc ça, c'est une piste pour résister à l'ordinateur quantique, parce que l'ordinateur quantique n'arrive pas encore et les algorithmes qu'on connaît n'arrivent pas à résoudre ces problèmes-là. Et les isogénies, donc qu'est-ce qu'une isogénie ? C'est une courbe, donc une courbe elliptique. Et une isogénie, c'est pour passer d'une courbe elliptique à une autre courbe elliptique. Et le fait d'avoir un passage mathématiquement stable entre les deux permet de définir des nouvelles primitives cryptographiques. Donc je ne vais pas faire plus de mathématiques et vous montrer comment ces 5 familles et qu'est-ce qui a été fait. Alors pourquoi j'en parle aujourd'hui ? Parce qu'en 2017, le NIST, National Institute of Standards and Technology, a lancé une compétition. Et sur cette compétition, il y a eu 69 soumissions au premier tour. Et donc dans ces compétitions, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils soumettent leurs propositions pour les nouvelles primitives post-quantiques. Et après, ils partent en week-end, ils prennent une semaine de vacances. Et après, qu'est-ce qu'ils font ? Ils cherchent à casser les autres soumissions. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'en janvier 2019, le NIST a dit sur les 69, on en a déjà éliminé 40. Donc il en restait plus de 40, il en restait plus que 26. Ça c'est normal, c'est ceux qui ont été cassés par les petits copains, donc il en reste moins. En juillet 2020, on s'est dit on va avoir les résultats. Non, ils ont annoncé 7 à 8 finalistes, en fonction de comment on compte. Et enfin, le 5 juillet 2022, ils ont annoncé les 2 gagnants, qui étaient Crystal Kyber, qui a une fonction de chiffrement, et une fonction de signature qui s'appelle Dilithium, Falcom et Sphinx. Ils en ont choisi 3. Donc, au lieu de choisir un gagnant, ils ont choisi 3 signatures différentes. Donc, Dilithium et Falcom reposent sur des réseaux euclidiens et Sphinx repose sur des fonctions de hachage. Donc, ils ont pris plusieurs paradigmes des primitives que j'ai présentés précédemment. Et enfin, ils ont dit, on fait un autre tour supplémentaire. Et donc, ils ont fait un tour bonus. Et sur le tour bonus, en mars 2025, HQC a été retenu et c'est une primitive basée sur les codes correcteurs. Il n'y en avait pas, donc maintenant on a des codes correcteurs, des lattices dans des réseaux euclidiens et des fonctions de hachage dans les gagnants de cette standardisation. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur vous ? Vous allez changer tous vos algorithmes que vous avez sur vos PC par ces nouveaux standards. Donc ils vont être déployés à grande échelle un peu partout. Voilà, donc ça c'est le premier impact sur vous.
Il y a eu d'autres compétitions. Les Coréens du Sud ont joué. Donc, ils ont proposé plusieurs résultats. Et les gagnants, c'est ce schéma-là que j'ai présenté, donc, qui s'appelle Songti, NTR+, Aimer et IT. Et donc, ceux-là sont basés grosso modo sur des réseaux euclidiens. Donc, c'est des variantes plus ou moins des autres dans le même esprit. La Chine a fait la même chose. Ils ont aussi choisi des choses basées sur les réseaux euclidiens. Les Ukrainiens aussi, ils ont choisi quasiment les mêmes. Et la Russie a choisi des choses un peu différentes, mais rester dans le mood des réseaux euclidiens et des isogénies. Voilà. Donc on voit que les compétitions dans le monde ont été multipliées pour proposer des variantes post-quantum. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce que je vous ai présenté? Petite conclusion, qu'est-ce qu'il faut ramener à la maison? C'est en cours, on ne vous a pas attendu. Donc la Linux Foundation a proposé un groupe sur le post-quantum en 2014. En septembre 2023, votre signal s'est mis à jour et utilise un protocole qui utilise PQXDH, qui est une version post-quantum de l'échange de clés qui est utilisée. iMessage a fait la même chose en février 2024. Chrome, si vous utilisez la version supérieure à la version 124, utilise aussi déjà du post-quantum. Voilà. L'année 2025 a été définie par l'année du quantique, par les Nations Unies, donc c'est vraiment la révolution. Et en février 2025, on a eu Microsoft qui a dit qu'ils avaient un super ordinateur avec 1 million de qubits. Donc c'était une annonce, on n'a pas encore pu voir qu'est-ce que c'était comme qubit et comment ça marchait, mais on voit que les grands acteurs du marché sont en marche là-dessus, et IBM a dit un super calculateur en 2029. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tout changer et attendre que ces primitifs soient cassés, ou se dire on veut ceinture et bretelles. Donc il y a une technique qui est poussée par le gouvernement français et l'ANSSI qui dit de faire de l'hybridation, c'est-à-dire de garder à la fois les primitifs pré-quantiques et post-quantiques. Donc c'est-à-dire pour casser votre méthode de chiffrement, il faudrait avoir cassé le post-quantique et le pré-quantique. Donc ça veut dire qu'il faut avoir ceinture et bretelles. Donc ça c'est bien, mais par contre ça augmente la taille des messages et ça ralentit un peu les messages. Mais par contre ça offre le meilleur des deux mondes. Alors pour vous, voilà les standards. Donc ça c'est des petits noms qui ont été donnés. On ne va pas dire Crystal, on va dire MLChem, MLDSA, SLDSA, FNDSA en fonction des noms. Donc ça va être les acronymes que vous allez voir passer partout. Et ensuite je vous ai mis les tailles. Et donc on voit bien, on a la taille de RSA ici en bas. Sur la dernière ligne, ou DSA, la signature électronique associée à RSA. Et on voit les tailles de clés publiques et les temps en cycle de calcul. Donc on voit que certains, les tailles des clés explosent et d'autres, le temps de calcul explose. Donc c'est nouveau, mais ça coûte plus cher, parce que c'est basé sur des technologies différentes. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que le NIST a décrété que, en novembre 2024, il a dit, en 2030, c'est déprécié, RSA et les courbes elliptiques, ECDSA. Et il a dit, en 2035, c'est interdit, disallowed. Donc ça veut dire qu'on a 10 ans pour se mettre en ordre de bataille et pour être au carré avec ces nouvelles primitives. Donc là, la révolution est en marche et je pense qu'on va tous être impactés et on va tous voir les changements arriver. Merci pour votre attention et je serai ravi de répondre à vos questions.